Élections européennes 2019, les projets de politique agricole européenne des principaux partis. Bonsoir à tous, alors j'espère qu'il vous reste des forces et un peu de patience parce que je crois que vous avez eu une après-midi bien chargée. Donc je vais me présenter en quelques mots, Anne Sander. Je suis élue jusque-là encore dans l'Est de la France, dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Et j'achève mon premier mandat et durant ce premier mandat, eh bien, j'ai travaillé non pas sur l'agriculture, mais j'ai travaillé en commission emploi et affaires sociales, donc des sujets qui touchent également à l'agriculture, et j'étais membre de la commission des affaires économiques et financières. Alors, voilà, contrairement à mon collègue précédent, c'est vrai, je n'ai pas siégé en commission de l'agriculture, mais j'ai beaucoup suivi les sujets agricoles. J'ai travaillé avec Michel Dantin, et si on remonte un peu plus loin dans le temps, j'étais la collaboratrice de Joseph Daul pendant une quinzaine d'années. Donc très intéressée par les sujets agricoles, et j'ai, je pense, une bonne connaissance de la mécanique institutionnelle au niveau européen, et puis surtout j'ai le relationnel aussi, le réseau européen. Alors vous m'avez invité pour vous présenter le projet des Républicains sur l'agriculture. Et donc, eh bien, je voudrais d'abord vous dire que de manière générale, eh bien, les Républicains ont un projet pour l'Europe. Un projet pour l'Europe avec 75 propositions, et ça, je crois que c'est déjà quelque chose qu'il faut souligner, parce qu'aujourd'hui, les autres formations politiques n'ont pas nécessairement de programme. Je pense à la République en marche, pour laquelle on attend toujours des propositions. Et donc, dans le cadre de notre projet, eh bien, nous avons des propositions pour l'agriculture. L'agriculture qui est une priorité pour nous. Là aussi, je fais la parenthèse avec En Marche. On a vu les priorités du président de la République, il les a publiées dans les différents États membres. Moi, je n'ai pas trouvé le mot agriculture. Et puis, de l'autre côté, on a les groupes d'extrême droite qui, eux, sont plutôt là pour déconstruire la politique agricole commune. Alors, pour nous, l'agriculture, eh bien, c'est avant tout une vision politique avec trois priorités. La souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et l'économie agricole. Pour nous, c'est vraiment ça qu'il faut soutenir avant de dire que l'agriculture, c'est la gestion des aides, c'est des financements, c'est contre l'environnement. Voilà, donc pour nous, l'agriculture, il y a ces trois points-là, une vision et une volonté politique. Alors, quelles seront nos priorités pour la politique agricole commune? J'ai envie de dire, elles vont s'inscrire dans le travail qui a été réalisé par Michel Dantin et par Angélique Delahaye durant les dernières années, parce qu'ils ont soutenu aussi au moment du dépôt des amendements et du moment et pour le vote qui a eu lieu en commission de l'agriculture. Alors, première priorité pour nous, eh bien, la politique agricole doit rester commune. Elle doit rester commune, elle doit rester européenne. Nous ne voulons pas 27 modèles différents avec une concurrence exacerbée. De la distorsion de concurrence, on la voit déjà entre les différents États membres, avec une spécialité bien française qui est la surtransposition. Et donc, tous les amendements qui ont été portés par Michel Dantin, c'est vraiment d'avoir cette politique agricole commune. On l'a retrouvée à travers le texte sur les plans stratégiques, mais aussi sur le règlement horizontal qui porte sur les financements, le contrôle et la gestion de la politique agricole commune. Pour nous, cette politique agricole commune, elle doit aussi être économique. Elle doit faire en sorte de permettre aux agriculteurs qui sont des chefs d'entreprise d'avoir un revenu, et on les rémunère pour des prestations, pour des services très particuliers
particulier qu'ils rendent dans les territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a souvent tendance à réduire la politique agricole commune à beaucoup de choses qui finalement n'ont pas grand-chose à voir ni avec l'agriculture, ni avec l'économie. Donc ça, c'est un point fort pour nous, l'économie. C'est pour ça aussi que nous nous sommes battus pour maintenir le premier pilier. Les agriculteurs ont une véritable responsabilité dans les territoires. C'est grâce aux agriculteurs qu'on arrive à maintenir l'emploi. C'est à travers les agriculteurs qu'on maintient une vie dans nos campagnes et il faut leur permettre de rester dans ces territoires, de les faire vivre et de les développer. Bien évidemment, dans les propositions que nous faisons, les enjeux environnementaux sont essentiels dans la politique agricole commune. Mais l'idée que nous soutenons, c'est que le verdissement doit se faire avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs. Nous ne voulons pas opposer l'agriculture à l'environnement. Nous sommes clairs dans notre position. L'agriculture doit rester, je l'ai dit, agricole, doit rester économique, elle doit rester gérée dans la commission de l'agriculture du Parlement. Et là, on voit bien les difficultés en marche où il y a beaucoup d'incohérences. Moi, je ne sais pas comment M. De Serle et M. Canfin vont porter ensemble leurs propositions de manière très concrète. Nous, c'est clair, l'agriculture en Comagri, mais évidemment, les sujets environnementaux sont importants. Là aussi, tout le travail de Michel Dantin et qu'on compte bien poursuivre, c'est de faire en sorte que les règles liées au verdissement restent européennes. Et d'ailleurs, dans ce qui a été voté, il y a des garanties financières puisqu'on consacre 20% du premier pilier et 30% du deuxième au verdissement. Donc, en raisonnant en termes d'incitation plutôt que de sanctions pour les agriculteurs. Nous pensons, et donc un des points forts aussi de notre programme, c'est de soutenir la conversion à l'agriculture biologique. On voit bien qu'il y a une demande constante en France et ailleurs en Europe. Nous pensons aussi qu'il faut mettre en place des outils permanents de gestion des risques et des crises agricoles. Et je voudrais là aussi saluer le premier pas qui a été franchi à travers la décision de mettre en place un fonds pluriannuel de gestion des risques au niveau européen. Autre priorité, simplifier la PAC. Aujourd'hui, la politique agricole commune, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'agriculteurs. Il y a la difficulté de la complexité de la politique agricole commune, mais il y a aussi les problèmes de retard de paiement. Si vous saviez le nombre de courriers et d'interpellations qu'on a eu, et là c'est un problème français sur le retard de paiement, mais je crois que là aussi il faut mettre une pression plus forte sur l'administration pour faire en sorte que les agriculteurs puissent être rémunérés, parce que c'est vraiment problématique dans des exploitations qui peuvent déjà être en difficulté parce que les dernières années ont été difficiles. Simplifier la PAC, la question des retards de paiement, et faire une parenthèse aussi pour vous dire que ça aussi, ça contribue à la distorsion de concurrence. Moi, je viens d'une région frontalière. Quand les agriculteurs français se comparent aux agriculteurs allemands, alors déjà de manière générale, les Français ont toujours des contraintes supplémentaires, des normes supplémentaires, des charges sociales supplémentaires. C'est vrai surtout dans les secteurs qui embauchent beaucoup de main-d'œuvre.
On est actuellement dans la récolte des asperges, bientôt les fraises, donc c'est très concret. Enfin, entre la France et l'Allemagne, c'est pas la même manière, c'est pas une même contrainte. Mais si en plus vous avez des aides qui côté français arrivent en retard, je peux vous dire que pour nos agriculteurs, c'est compliqué. Nous avions aussi, nous avons soutenu et nous continuerons à soutenir un deuxième pilier de la politique agricole commune, un deuxième pilier de la PAC qui doit être fort. Derrière, ça veut dire aussi un soutien au renouvellement des générations, au renouvellement des exploitations, ce qu'on a pu obtenir avec une partie dans le premier pilier et la deuxième partie dans le second pilier. Il y a un gros travail de communication à faire pour rendre le métier d'agriculteur plus attractif. Et puis, j'en arrive quand même au budget de la PAC. Je n'ai pas voulu commencer par le budget parce que je vous l'ai dit, la politique agricole commune, c'est d'abord une vision, c'est une volonté politique, mais évidemment, le budget est essentiel. Nous nous battrons pour ce budget de la politique agricole commune. Notre position, à nous les Républicains, là aussi, a toujours été claire sur le budget pour défendre le budget de la politique agricole commune. Alors, en France, j'entends bien maintenant le ministre de l'Agriculture nous dire, le gouvernement nous dire qu'il n'y a pas de... qu'ils vont se mobiliser aussi pour le budget de la PAC. Mais si vous écoutez le commissaire européen au budget, M. Oettinger, il vous dira, et puis il a eu l'occasion de s'exprimer publiquement là-dessus, en disant que c'est en amont qu'il fallait intervenir, et quand la France a fait part de ses priorités au niveau européen, elle n'a jamais, au début, fait part de sa volonté d'augmenter ou de maintenir le budget. On était plutôt dans une phase où on demandait une diminution de la contribution nationale. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire qu'un point de vigilance, pour nous, plus qu'un point de vigilance d'ailleurs, ce sont les relations que nous avons avec l'extérieur de l'Union européenne. Dans les propositions que nous faisons, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour d'autres secteurs, notre position est claire. Être dans l'Union européenne ou être à l'extérieur de l'Union européenne, ça ne doit pas être la même chose. Donc concrètement, ça veut dire introduire la préférence communautaire, ça veut dire introduire de la réciprocité dans les accords, dans les échanges d'abord que nous avons avec les autres parties du monde. Nous demandons cette stricte réciprocité dans les échanges internationaux. Nous proposons aussi la mise en place de droits de douane anti-pollution, donc les produits qui rentreraient et qui ne respecteraient pas nos standards environnementaux ou nos standards sociaux. Nous ne voulons pas importer l'agriculture dont nous ne voulons pas. Nous sommes intéressés, inquiets de certains accords commerciaux. Là aussi, nous pensons que ces accords commerciaux, ils doivent être réévalués tous les 5 ans, révisés. Et puis, nous sommes inquiets par rapport aux discussions qui sont en cours, en partie avec les pays du Mercosur. Et on voit bien que dans ce cas-là, l'agriculture serait la variable d'ajustement. Donc nous nous opposons fermement aux propositions qui sont sur la table aujourd'hui. Et là aussi, je voudrais marquer notre différence avec la République En Marche, qui aujourd'hui est quand même
qui va siéger au Parlement européen avec le groupe des libéraux. Et parmi les libéraux, évidemment, la vision n'est absolument pas la même. Alors on n'est pas opposé à tous les accords commerciaux, hein. Il faut prendre les accords commerciaux, accord par accord, et voir ce qui est positif ou non pour notre agriculture. Un mot pour finir peut-être sur l'emploi, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé en commission emploi. Il faut qu'on puisse accompagner les États membres pour faire en sorte qu'ils puissent avoir les compétences dont ils ont besoin. Et dans le domaine agricole, je dirais, il y a deux types de concurrence, hein, deux types de compétences pour balayer très largement. Il y a la main-d'œuvre qui fait les travaux de base en agriculture, qui sont assez simples et qui sont assez peu qualifiés aujourd'hui. C'est les récoltes, hein, asperges, les fraises. Moi, je viens du secteur du houblon, donc là aussi, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, il y a un problème pour trouver de la main-d'œuvre, pour trouver des gens qui soient d'accord et disponibles pour effectuer ces travaux saisonniers. Et puis d'un autre côté, on a besoin de compétences de plus en plus qualifiées, et ce notamment avec le développement du numérique, avec tout le machinisme agricole. Et il faut encourager les innovations, il faut encourager la recherche dans ce domaine-là. Mais si on fait évoluer le machinisme agricole et toutes les technologies au-delà du machinisme, hein, mais aussi les dosages, le phytosanitaire, etc. Donc c'est tout le métier d'agriculteur qui évolue, et bien derrière, il faut aussi permettre une montée et accompagner une montée en compétences du monde agricole. Voilà ce que je voulais vous dire. Insister encore une fois sur la nécessité de voir l'agriculture comme un secteur économique, mais vous dire aussi qu'il faut sans doute mieux communiquer de manière générale. C'est une responsabilité collective, et faire en sorte que le regard de la société vis-à-vis du monde agricole évolue aussi. Il faut changer les choses, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont quand même des pratiques vertueuses, ils font beaucoup de choses, ils ont une véritable responsabilité dans notre société pour nous assurer une alimentation saine, sécurisée. Voilà. Et donc, je pense que l'enjeu le plus important, c'est aussi cet enjeu sociétal. Merci. Merci, Mme Sander. On va passer à la deuxième partie, donc s'il y a des questions, on vous écoute. Sur l'emploi, justement, quelles sont vos propositions concrètes face aux distorsions de concurrence au sein de l'Europe? Ce que vous avez dit, Oui. Et sur les charges sociales, oui. Par exemple. Par exemple. De manière générale, on voit bien que l'Europe sociale, on n'est pas arrivé à la construire. Et aujourd'hui, c'est sur cette Europe sociale qu'on se fait une concurrence, et que le citoyen aussi a l'impression que l'Europe ne fonctionne pas très bien. Donc pendant ce mandat, nous avons révisé la directive sur les travailleurs détachés pour faire en sorte que le travailleur détaché ne touche plus seulement le salaire minimum du pays d'accueil, mais la rémunération de manière générale. Nous pensons aussi aux Républicains qu'il faut reprendre cette directive et faire tout un travail sur les charges sociales pour faire en sorte que les charges sociales soient payées dans le pays d'accueil. Dans tous les cas, les sujets sociaux, ça prend énormément de temps. C'est aussi des sujets qui divisent profondément le Parlement européen. On l'a vu sur la directive sur les travailleurs détachés, on l'a vu sur la sécurité sociale ce matin qui n'a pas été votée. Donc là-dessus, il y a beaucoup de divisions géographiques, mais enfin, les choses avancent, et je crois qu'il faut une vraie volonté politique pour faire changer les choses.
Oui, madame, bonjour, Frédéric Hénin, pour le Betravier. Tout à l'heure, on a eu le topo de M. Andrieux. Vous représentez un petit peu dans la continuité de M. Dantin. Il y a eu la commission d'agriculture qui a voté 3 rapports. M. Andrieux s'est positionné par rapport à la suite qui serait donnée par rapport à ces 3 rapports. Comme vous avez moins fait référence à ces 3 rapports. Pourtant, ils ont été aussi votés par M. Dantin. Donc, ça veut dire que comment vous inscrivez dans la continuité des institutions, c'est-à-dire que vous attendez la conférence des présidences, puis après la plénière, puis après, etc. Parce que vous avez votre programme, on l'a bien compris, mais il y a, en même temps, vous n'allez pas abonner ce qu'a fait M. Dantin et vous allez vous inscrire dans la continuité de... une partie de la PAC est déjà faite dans ces 3 rapports. Oui, mais la partie de la PAC n'est pas, c'est pas finalisé. On va voir ce que décide le nouveau Parlement européen. Mais moi, ce que je veux vous dire, sur ces 3 rapports, eh bien, je m'y retrouve complètement. C'est Michel Dantin qui a vraiment déposé les amendements et qui a fait voter les 3 rapports. Monsieur Andrieux, sans le soutien de Monsieur Dantin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis en phase... Je cherche simplement le fonctionnement, je vous fais parler simplement sur l'institution. Oui. Je ne vais pas proposer un à l'autre, mais par rapport à votre programme, peut-être que vous les énoncez, enfin, c'est un peu bête comme question, mais comment, alors pourquoi faire un programme LR alors que vous avez les 3 rapports qui sont votés et que vous devriez naturellement vous inscrire dans la continuité institutionnelle? Alors je m'inscris complètement dans la continuité institutionnelle et certains des éléments que j'ai soulignés figurent déjà dans ces 3 rapports. Il n'y a aucune contradiction parce que j'en profite vraiment pour saluer le travail qui a été fait et les compromis arrachés par Michel Dantin. Il n'y a aucune contradiction. Simplement, il faut savoir que le prochain Parlement pourra couvrir les différents volets. Et dans ce cas-là, eh bien, moi, nous défendrons, les élus, les républicains, nous défendrons ce qui a été défendu et obtenu par Michel Dantin. Donc vous n'aurez pas amendé les textes, vous n'allez pas amender les rapports. Mais ces rapports peuvent être revus. Non, là, a priori, non. Alors, il y a peut-être à la marge voilà, des choses qui ont pu échapper, mais sinon, pour le reste, globalement, toutes les propositions de Michel Dantin ont été revues. Tout ce que vous avez dit, vous sont dans les rapports. Tout ce que vous avez venez de dire, vous retrouvez vos idées dans ces rapports-là. Quasi, alors pas tout, mais sur la partie agricole, oui. Sur la partie accords commerciaux, par exemple, ça évidemment, ça y est pas, sur les charges. Ouais. D'accord. Oui, Jean Duvet, donc Jean Terrain. Vous avez développé tout à l'heure en introduction les 3 pistes majeures, si j'ai tout bien noté, notamment la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et l'économie agricole. On parle plus de revenus agricoles aujourd'hui. Plus de revenus agricoles. Si, alors dans l'économie, si vous avez bien écouté, j'ai bien dit... J'ai pas bien écouté. Voilà, c'est pour ça, c'est la fin de la journée. Mais j'ai très bien dit le revenu des agriculteurs. Il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, de leur activité, très clairement. Alors justement, sur la question du revenu aujourd'hui, on voit bien que l'élément essentiel, c'est quand même le décalage qui existe au niveau des marchés, entre d'un côté la grande distribution qui est quand même hyper concentrée, et puis le monde agricole qui est quand même relativement atomisé par rapport à ces personnes. La Commission européenne avait quand même une position assez particulière, notamment par rapport au droit de la concurrence. Puisque d'un côté on autorise en quelque sorte, on autorise le fait que finalement il y a 4 grands acteurs aujourd'hui dans la grande distribution pour les achats. Et à chaque fois qu'il y a effectivement des regroupements, on l'a vu dans les coopératives, etc., sur tentatives pour essayer de s'organiser, finalement ça bloque. Quelle est votre position par rapport à cette question du droit de la concurrence que vous n'avez pas évoqué du tout là tout à l'heure dans votre exposé? Donc juste sur le revenu, je reviens dessus pour dire que c'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir un premier pilier qui soit extrêmement fort, que ce soit au niveau européen, mais que ce soit un premier pilier qui soit fort, c'est important pour le revenu.
des exploitations agricoles. Sur le droit de la concurrence, eh bien là aussi, je voudrais m'inscrire dans ce qui a été fait par Michel Dantin, qui a été quand même de changer avec l'omnibus. On a changé, on a fait évoluer le droit de la concurrence, et ce qu'on veut, c'est continuer dans cette direction pour permettre aux organisateurs, aux organisations de producteurs, pour permettre aux agriculteurs de s'organiser en organisation de producteurs, et pour permettre à ces organisations de travailler sur le prix et de peser sur le prix. Et ça, c'est quelque chose qui a été obtenu via l'omnibus et qui est étendu dans la PAC. Donc il faut effectivement adapter le droit de la concurrence. Et vis-à-vis de la grande distribution en tant que telle, ça permet aux organisations de peser face à la grande distribution. On voit que le décalage est quand même énorme entre les deux. On n'y est pas. Oui, bonjour, Jean-Louis Char, IFOCAP. Monsieur Arthuis, président de la commission des budgets, se félicite d'avoir étendu le programme Erasmus au secteur professionnel Erasmus+. Est-ce que vous êtes favorable à ce développement? Est-ce que vous pensez que ça pourrait aller encore plus loin, puisque les jeunes sont aussi un facteur de construction de l'Europe par leurs échanges, par l'apprentissage de langue? Et est-ce qu'on pourrait aller vers un diplôme européen, des choses comme ça en matière de formation agricole? Alors moi, j'y crois beaucoup. Moi aussi, j'en ai quelques-uns à avoir beaucoup travaillé sur le sujet avec Jean Arthuis, mais aussi avec l'ensemble des organisations professionnelles, en particulier avec les artisans et présidents des artisans de France qui vient de ma région. Et donc moi, je crois beaucoup à ce programme Erasmus+, et je me suis vraiment battue pour qu'on en fasse la promotion, et surtout pour qu'on fasse en sorte que tous les jeunes puissent en profiter. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un programme qui est connu, qui a beaucoup de succès, mais ceux qui en profitent, ce sont des jeunes qui font des études longues, ou alors c'est des jeunes, c'est des classes qui font des échanges et qui participent à des programmes. J'en ai beaucoup reçu au Parlement à Strasbourg. Mais les jeunes qui font des formations plus courtes, des apprentis, eh bien, on bénéficie finalement très peu. Et donc, on se mobilise, et on s'est mobilisé pour augmenter les financements d'Erasmus. C'est quand même un des rares programmes qui voit les financements augmenter dans la proposition de la Commission européenne avec le programme Horizon Europe. Mais au-delà du financement, il faut faire en sorte de faire la promotion du programme et d'accompagner. Parce que quand vous avez des jeunes apprentis qui partent, vous avez des difficultés supplémentaires. C'est des jeunes. Alors, ils sont pas nécessairement majeurs. Ils ont des problèmes de transport, ils ont des problèmes de logement. Et donc, il faut qu'il y ait un accompagnement. Il faut qu'il y ait des échanges aussi entre des centres de formation pour les apprentis, par exemple. Et la Chambre des métiers, l'Assemblée permanente des chambres des métiers s'est engagée à en faire la promotion, donc on travaille avec eux, mais moi j'y crois beaucoup. Alors, il y a aussi un problème de statut, parce qu'il n'y a pas de statut d'apprenti au niveau européen. Ça, je crois qu'on ne va pas y arriver. Ça fait des années, voilà, les situations sont trop différentes, mais il faut qu'on contourne ce problème statutaire et qu'on encourage vraiment ce programme. De manière générale, moi je crois beaucoup et à la jeunesse et à l'expérience dans un autre pays européen, et je milite vraiment pour que tous les jeunes européens aient à un moment donné dans leur parcours l'occasion de faire quelques mois ou quelques semaines dans un autre pays de l'Union européenne. C'est vrai aussi pour les jeunes agriculteurs qui ont quand même déjà dans beaucoup de cursus, il y a cette obligation de faire quelques mois dans un autre pays européen ou dans un autre pays à l'international. Est-ce qu'il y a encore une question?
C'est peut-être juste une question pragmatique. Les autres Non, mais Michel Dantin ne se représente pas. Angélique Delahaye est en zone non éligible. Où est-ce qu'il reste des spécialistes agricoles dans votre liste? Alors déjà, je vais vous dire, on va faire une belle campagne et on va tout faire pour qu'Angélique Delahaye soit élue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, pas spécialiste, moi je ne suis pas spécialiste de la PAC, mais on apprend vite au Parlement européen. Moi, je connais la mécanique institutionnelle. J'ai le réseau local, le réseau européen sur les sujets agricoles. Et donc, voilà, on va faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens sur notre liste qui puissent s'occuper de l'agriculture. Et Michel Dantin sera là pour nous conseiller. Oui, j'ai une question un peu plus politique. Jusqu'à présent, la présidence du Parlement était partagée entre le PPE et les sociodémocrates. Est-ce que ça va créer un réel traumatisme pour vous qu'à l'avenir, la présidence puisse être prise par un autre groupe? Compte tenu des élections, il va y avoir beaucoup de changements. On parle de l'affaiblissement de certains partis, de la hausse d'autres, et donc il va y avoir des changements. Est-ce que votre avis, ça peut créer beaucoup de changements en conduite du Parlement? Alors, effectivement, il y a une incertitude aujourd'hui, mais je voudrais rappeler que dans le passé déjà, il y a eu un président, par exemple, libéral, irlandais, donc c'est pas toujours partager la présidence entre les socialistes et le PPE. Et je voudrais quand même dire qu'à mi-mandat, alors que nous avions passé un accord avec les socialistes, eh bien les socialistes nous ont lâchés et ont présenté un candidat contre le nôtre, alors que nous les avions soutenus et que nous avions un accord avec eux. Donc on est arrivé à créer une majorité sans les socialistes, ça a fonctionné. Alors on verra, laissons les élections se faire, on verra comment ça se passe. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais il est certain que le Parlement sera renouvelé, sera changé avec l'arrivée de l'extrême gauche, surtout de l'extrême droite. Et puis peut-être aussi avec un nouveau groupe libéral. Alors là-dessus, je ne sais pas, puisque différentes informations circulent. Moi j'ai entendu dire qu'En Marche siégerait, alors soit que les candidats pourraient siéger dans différents groupes politiques, soit qu'ils iraient siéger avec les libéraux, mais peut-être quand même en changeant le nom de libéral. Donc on verra. On va laisser passer les élections et puis on verra. Mais ça va changer, c'est certain. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.